Donc on a ce contexte du changement climatique et des impacts attendus en termes de température, en termes de sécheresse, qui font que, on l'a vu tout à l'heure, le nombre de départs de feu et de risques d'incendie va augmenter, on le sait. Et puis on habite dans l'Aude, on a quand même des feux régulièrement, on a passé une année 2025 horrible. Donc on sait qu'on est pleinement impacté par le changement climatique. Euh, la stratégie nationale du coup de lutte contre les feux de forêt a été actualisée l'année dernière. Elle s'inscrit dans cette continuité, c'est-à-dire qu'on a un changement climatique, comment on y répond, comment on protège le territoire français et les citoyens français face à ce risque majeur. Cette stratégie, elle n'est pas venue renverser la table, elle est venue par contre confirmer les angles qui avaient été pris et demander d'accélérer dans leur mise en œuvre. Donc si jamais l'image revient, vous verrez les éléments sur lesquels je voulais développer. Le premier, c'est que évidemment, il faut faire en sorte que le feu ne prenne pas, qu'il n'y ait pas de départ de feu. C'est le premier axe de travail. Le deuxième, c'est une fois que c'est parti, que ça ait le plus petit impact sur le territoire. On l'a évoqué tout à l'heure, la stratégie d'attaquer le feu le plus tôt possible. C'est pas moi qui en parle, hein, c'est le disque qui en parlerait, mais c'est une stratégie qui fait ses preuves, on l'a vu tout à l'heure. Là, on est tout à la fin. Ouais. Et puis, il y a la stratégie de se préparer, de préparer le territoire à attaquer le feu, à lutter contre le feu et faire en sorte qu'il ait le moins d'impact possible sur les enjeux humains, sur les enjeux économiques, si malgré tout, il se développe, quoi. Voilà. Donc, ce qu'on appelle la résilience du territoire. Est-ce que c'est moi qui prends le bip pour avoir le... C'est ça? C'est lequel, pardon, vous avez dit? Ok. Bah, ce document, là, il est sur Internet. Vous pouvez tous aller le voir. Ah ouais, tout est décalé, c'est pas grave. Éviter le départ du feu. La première chose, c'est que dans le département de l'Aude, on agit par la réglementation, un peu la contrainte, mais c'est par ce biais-là qu'on a quand même la capacité à tous faire en sorte qu'on minimise le risque. Vous le savez peut-être, j'espère en tout cas. Tout ce qui est travaux mécaniques, il y a une saisonnalité et des interdictions qui sont faites en fonction du risque météo. Ce risque météo, il est visible tous les jours. Météo France, on peut aller voir où on en est. Ça va de léger à extrême. Et le territoire départemental, il est découpé en 9 zones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, voilà. 7, 8, 9, c'est les zones les plus sensibles du littoral. Et en fonction de ces zones, on autorise ou non les travaux. Je pense aux travaux, par exemple, c'est souvent des départs de feu avec des meuleuses. Ou quand vous avez une entreprise qui fait du BTP, le fait de racler la lame sur les cailloux, hop, une étincelle et c'est parti, quoi. Donc on sait que c'est une cause de départ de feu importante et donc par ce biais-là, on s'assure qu'on minimise le risque de départ de feu. En bas, vous avez les zones et le risque météo. Le deuxième, c'est de faire en sorte que l'emploi du feu soit strictement maîtrisé. Je le redis, mais toute l'année, il est interdit de porter du feu dans l'espace naturel. N'importe qui, on n'a pas le droit de le faire. Si on est le propriétaire, on peut le faire sur son terrain du 15 octobre au 15 mai, sans trop de contraintes. Par contre, strictement interdit entre le 15 mai et le 15 octobre, dans les espaces naturels combustibles, les ENC, et jusqu'à 200 mètres de ces espaces naturels. On parle des feux d'artifice, on parle des barbecues, on parle aussi des opérations contrôlées, quand on veut brûler ses végétaux chez soi, quand on est particulier ou quand on est agriculteur, quand on fait du brûlage dirigé, on verra ce que c'est après. En fait, il y a toujours la règle et il y a toujours les exceptions. Donc on a établi un cadre négocié avec ces deux périodes où pour l'ensemble des usages du feu, on autorise sous conditions, etc. Ce qui est important à retenir quand même, c'est que si jamais on doit utiliser le feu dans cette période très sensible, et la période sensible, c'est pas juillet-août, hein, vous voyez qu'elle démarre déjà au mois de mai et qu'elle va maintenant jusque quasiment en octobre. Et il est important, je pense aux agriculteurs, de prévenir les pompiers, j'allume le feu, ça se passe à tel endroit, je le surveille le départ, et je laisse pas le feu partir et je m'en vais, quoi. Il y a encore cette pratique un petit peu sur le territoire qui fait qu'on arrive à des feux incontrôlés, malheureusement. Le troisième volet, c'est la surveillance. J'ai dit
cas des collègues là, des communautés communaux feux de forêt. C'est essentiel, ça repose sur des volontaires. Il y a l'Assemblée Générale de la DCCFF bientôt, là, monsieur le préfet viendra le redire. Un grand merci à tous les bénévoles qui font que sur l'ensemble du territoire, on a des gens qui s'impliquent et qui tous les jours vont tourner pour surveiller les départs de feu. Plus on détecte le feu tôt et plus on a de chances de l'éteindre. C'est un principe de base. Donc il y a les bénévoles, il y a aussi l'ONF qui a des patrouilles, et puis on a sur le territoire des vigies, équipés de caméras. Peut-être que Jean-Paul en parlera, j'y vais plus loin, mais on surveille le territoire tous les jours. Et tout ça, ça remonte, on appelle ça au CODIS chez les pompiers, pour avoir une image et des retours des départs qui sont observés. On a aussi des patrouilles qui font du contrôle, et éventuellement la verbalisation, parce que malheureusement, il y a parfois besoin de rappeler les règles, voire de pénaliser. Le dernier outil qu'on a pour éviter que le feu ne parte dans le département, c'est la fermeture des massifs. C'est un peu le dernier outil, le plus extrême, mais c'est celui qui aujourd'hui fait le plus ses preuves aussi. Dans les zones les plus sensibles, la Clappe, Fontfroide, Sainte-Lucie, Pinette, Crémade et maintenant la Cavaillère. En fonction du niveau de risque incendie, on finit par fermer l'accès à ces espaces boisés pour se promener. Alors ça crée des contraintes pour les usagers, pour les touristes forcément, mais c'est quand même la meilleure façon de s'assurer qu'on n'ait pas un départ. Si jamais on a un départ dans la Clappe, ça serait évidemment catastrophique pour les années à venir, quoi. Donc ça, c'est l'outil qu'on met en œuvre. On essaye de l'activer le plus tard possible. En général, on est autour du 15 juillet et on arrive à rouvrir fin août. Mais ça reste quand même une nécessité. Bon, puis dernier point, c'est la communication. Alors vous disiez qui peut empêcher les gens de jeter le mégot? Je ne sais pas. Hein. Chacun, tout un chacun, on devrait, ça devrait être une évidence de ne pas le faire, mais bon. 9 feux sur 10 sont d'origine humaine. On le répète tous les ans, mais il y a très peu de feux d'origine naturelle. Et puis il y a des gestes à avoir et des réflexes à avoir. Donc cette communication, on l'a fait, on l'a refait. Et plus on la diffusera, mieux ce sera. Enfin, ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui circulent avec un barbecue pas éteint et qui déclenchent les feux. Hein, ça... Bon, si jamais malgré tout il y a un barbecue qui circule, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la carte d'aléa dont vous parliez tout à l'heure. On a essayé à partir de la connaissance de la végétation, de sa nature, du taux de sécheresse et des simulations météo, de définir les zones les plus sensibles à un incendie. Alors, ce n'est pas un incendie de forêt, c'est un incendie d'espace naturel combustible. En fait, ça peut partir dans tout espace, quoi. Cette information-là, elle est accessible à tout le monde. On l'a surtout faite à destination des élus pour maîtriser l'aménagement du territoire. Est-ce que j'autorise un lotissement dans une zone qui est ici? Est-ce que des habitats qui sont ici, des anciennes fermes qui vont être rénovées, est-ce que je l'autorise ou pas? Si oui, quelles conditions j'y mets en termes de défense, d'accès à l'eau, de pistes, etc. Donc c'est vraiment un outil de... Je maîtrise mon aménagement du territoire. On y a mis des petits principes, des conseils à destination des élus. Et cette information, elle a été apportée régulièrement. Ceci dit, le meilleur outil pour se protéger, ça reste l'obligation légale de débroussaillement. Vous l'avez évoqué. C'est compliqué à appliquer parce qu'en fait, si j'habite ici et que là je suis chez les voisins, bah c'est à moi d'aller débroussailler chez les voisins. C'est ça qui fait la complexité aujourd'hui des obligations légales de débroussaillement. Au-delà du fait que ça coûte, si on ne le fait pas soi-même et qu'on a un grand terrain, tous les ans il y a des frais engagés, c'est sûr, mais le plus dur c'est d'aller le faire chez les voisins. Pour autant, c'est un peu l'exception dans la loi française. Ce propriétaire est en droit et doit même aller faire les débroussaillements chez le voisin. Et le voisin ne peut pas s'y opposer. Ça doit être fait. Donc c'est là tout le rôle aussi des élus locaux, d'expliquer, d'accompagner et puis de résoudre les éventuels conflits qui peuvent émerger sur le territoire. Donc cette carte, elle est accessible aussi à tout le monde. Si vous allez vous y connecter, vous pouvez zoomer jusqu'au cadastre et vous savez dans votre parcelle si vous êtes soumis ou pas à l'obligation légale de débroussaillement. Peut-être que Jean-Paul en reparlera, mais c'est quand même
dans les différents feux de l'été dernier, ça a fait ses preuves, quoi. Ça nous a permis de sauver un grand nombre de maisons qui étaient face au feu, quoi. Donner l'information, parfois, ça ne suffit pas. Il y a besoin pour l'élu local ou pour l'État d'imposer les choses. Dans ce cas-là, on a un outil qui s'appelle le PPR, le plan de prévention des risques, incendie, feu de forêt. Il y en a 2 dans l'Aude actuellement, un sur Carcassonne et un sur Lézignan. Et cet outil, en fait, il impose des règles de construction dans le document d'urbanisme, dans le PLU, dans la carte communale. Là, je prends l'exemple de Lézignan, par exemple. On a introduit dans le PPR toute cette bande au nord de Lézignan qui porte le débroussaillement à 100 mètres, ce qui crée une bande de coupure combustible. Et ça impose, en fait, on va au-delà de la loi. Mais là aussi, ça a permis de sauver Lézignan l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Enfin bon, ça... Ouais. Ouais, c'est vrai. En fait, il combine aussi cette obligation réglementaire de protection avec un chantier d'insertion sociale. Et en faisant ça l'année dernière, ça a protégé d'un feu qui était parti. Ouais. Si vous y allez, c'est vrai que visuellement, c'est complètement nu, hein, mais c'est ce qui protège le mieux. Bon, je ne m'étale pas plus, parce que finalement, le temps passe vite. Quand même indiquer 2 autres éléments pour se protéger. Je l'évoquais tout à l'heure, le brûlage dirigé. Là, on est sur le feu de Ribot, l'année dernière. 2 infos sur cette image. Le fait que ça, c'était une cédrée. Donc, vous voyez, le feu est arrivé ici. Et finalement, il est passé derrière, à droite, à gauche, mais il n'a pas brûlé la cédrée. Parfois, en jouant sur l'essence forestière, on peut diminuer la sensibilité au feu. Ça aurait été du pin noir, ça aurait été une autre essence résineuse. Elle aurait certainement beaucoup plus brûlé que là, le cèdre. Et puis, il y avait eu, avant la saison des feux, là, toute cette zone, si vous la voyez, elle avait été brûlée par brûlage dirigé. Donc, on avait supprimé le combustible par une action contrôlée de feu. Voilà, c'est un outil très puissant. Parce qu'il n'y a pas que le feu, il n'y a pas que la forêt qui brûle, pardon. Il y a aussi dans le département, malheureusement, une déprise agricole très forte. Là, c'est une cartographie qui a été faite par la Fedon, des vignes qui sont abandonnées. Crise viticole égale des terrains qui aujourd'hui ne sont pas repartis à l'agriculture. Et si on prend l'exemple de Sigean, tout ce que vous voyez en rose, c'est des parcelles qui ne sont plus exploitées. Donc qui potentiellement s'embroussaillent et puis une mèche là-dedans et c'est extrêmement imbriqué avec l'habitat. D'autant plus compliqué à protéger. Bon, malgré tout, on n'a pas empêché le feu. On n'a pas réussi à l'attaquer tout de suite, à empêcher qu'il s'étale. Comment on le combat? Moi, je vais juste revenir, parce que ce n'est pas mon métier, sur des éléments qui aident à la lutte. L'accès à l'eau, évidemment. On le voit, c'est sur le feu de Ribot. Il y a eu évidemment l'usage de l'eau potable. Donc il y a un moment, il y a eu un conflit entre les réserves d'eau potable des communes et puis la lutte contre le feu. Donc on va chercher des points d'accès, on s'appelle des eaux brutes, dans des retenues collinaires ou dans des stockages qui sont faits exprès dans des citernes. Donc il y en avait ici, mais ça n'a pas suffi, il a fallu en chercher ailleurs. Donc c'est essentiel d'avoir le plus de points d'eau possible, on appelle ça des hydrants. D'avoir des pistes, alors ça c'est un outil du SDIS qui permet de recenser toutes les pistes qui leur sont utiles. Donc quand il y a besoin de faire une intervention, ils ont la carto, ils ont le recensement. Et puis, pour pouvoir mettre en place ces différents équipements, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'y colle. Donc c'est souvent une collectivité. Et puis, il faut que ça s'organise. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé tout le département en 27 zones de gestion. Chaque zone doit faire l'objet d'un plan qu'on appelle un plan de massif. Et dedans, on y définit quels sont les équipements qui sont absolument nécessaires, qui les finance, et puis après, il faut lancer les travaux, quoi. Concrètement, aujourd'hui, on n'a pas lancé tous les plans de massif, ils ne sont pas tous existants ou à jour. Ce que vous voyez en vert foncé, c'est ceux qui sont actuellement portés. Ici, c'est le PNR qui porte l'élaboration de ces plans de massif.
Ici, c'est le Grand Narbonne. Là, on est sur Carcassonne. Et puis le feu, il a aussi stimulé, mais malheureusement, il faut parfois une crise pour pouvoir réactiver un peu les choses. Tous ces plans de massifs là ont été lancés récemment, donc le PNR, on a pris d'autres. Donc on s'appuie énormément finalement sur les communautés de communes pour relancer cette stratégie, pour pouvoir installer des équipements. Alors j'avais des photos sur le feu de Ribot. Bon, tant pis, c'est pas grave. Juste revenir dessus 2 minutes, parce que ça a quand même été le plus grand feu de la zone sud depuis 50 ans. Enfin, depuis que les bases de données existent, c'est le plus grand, quoi. Mais au niveau national, je crois que c'est le 3e plus grand feu qu'on ait recensé. Ce qui fait qu'il a amené une mobilisation nationale et puis des moyens qui sont aussi un peu hors normes. Pendant le feu, c'est 80 départements sur les 100 qui sont venus nous aider à l'éteindre. Quelque part, heureusement qu'il n'y a pas eu un autre méga-feu qui est parti à côté, hein, parce qu'on n'a pas non plus la capacité à lutter contre des méga-feux en simultané partout en France. Dans la foulée, c'est-à-dire dès le mois de septembre, on a mis en place un fonds d'urgence pour les agriculteurs, parce que quand vous habitez dans ce territoire, il faut repartir, hein, il faut y vivre. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais si vous êtes... Quand on se promène dans ces communes, c'est lunaire. On a du mal à imaginer comment on va repartir. Je me mets à la place des viticulteurs, des agriculteurs qui ont tout perdu. Comment je repars, quoi. Comment je retrouve l'énergie et l'envie de... C'était l'idée de ce fonds d'urgence, c'était d'amener de la trésorerie pour ceux qui avaient tout perdu, pour pouvoir repartir. Il y a eu des dégrèvements de taxes foncières. Et puis on a fait beaucoup de travaux avec l'ONF sur quels enseignements on tire de ce feu. Tous ces éléments, ils sont disponibles, ils sont publics, mais ce que ce feu, il a eu une cinétique qui est tout à fait particulière. Il a eu des impacts sur les habitations qui sont vraiment spécifiques. Donc l'idée, c'était de tirer le maximum d'enseignements pour être prêt pour les prochains feux. On a donné des moyens aux communes forestières, au CNPF aussi, le Centre national de la propriété forestière, pour pouvoir accompagner les propriétaires forestiers dans la reconstitution de leurs biens. Et aujourd'hui, ça rejoint un peu la question que vous avez mise pour cette journée. Comment on fait dans l'après-feu, quoi. Je vais rester sur l'exemple de Ribot, puisque c'est celui qui a aujourd'hui l'action la plus structurée, avec un plan qui a été annoncé par l'État, par la région, par le département, par les maires de l'Aude et par la Chambre d'agriculture. Et l'ensemble de ces acteurs, on partage la même vision et les mêmes ambitions, c'est-à-dire qu'il y avait des choses à faire tout de suite, et ça n'avait jamais été fait avant, je tiens à le préciser. Jamais avant dans l'Aude, jamais avant en France. On a mis des moyens, c'est les pompiers, en fait, les forestiers militaires qu'on appelle, sont venus sécuriser les pistes et les sentiers. Ça se passe en ce moment d'ailleurs, si vous allez sur zone, vous les verrez travailler, pour faire en sorte que tous les arbres qui avaient brûlé ne tombent pas sur la route, ou ceux qui étaient tombés, qu'on les ait enlevés pour retrouver un accès et un usage normaux de ces équipements. C'est quand même des centaines d'heures qui ont été passées pour faire ce travail de sécurisation. Le préfet a accordé au département, via une déclaration d'intérêt général, la capacité à exploiter tous les bois brûlés. Pourquoi on le fait? Parce que ces forêts qui ont brûlé, évidemment, ça présente un risque. C'est des bois qui sont fragiles, qui peuvent tomber à tout moment sur les personnes, que ce soit les propriétaires, les usagers. Et puis, c'est aussi un impact paysager, c'est un impact psychologique. Quand on vit dans ce paysage, on a plutôt envie de récolter et de reconstruire pour repartir sur un paysage restauré et sur un territoire restauré. Donc c'est aussi l'idée de l'exploitation de ces bois brûlés, reconstruire les corbières. On a pris un arrêté préfectoral pour faciliter le pastoralisme, on en parlera tout à l'heure, mais normalement, dans les 10 ans qui suivent un incendie, on ne peut pas mettre d'animaux dans les forêts privées. Le point de départ de cette réglementation, c'était pour permettre à la forêt de se régénérer, qu'il n'y ait pas tout de suite là-dedans d'animal sur les jeunes pousses. Là, au contraire, dans les corbières, ce qu'on dit, c'est qu'on est sur des territoires où c'est la déprise agricole qui a mené à la forêt. C'était des espaces de pastoralisme avant. Et remettre au plus tôt possible du pastoralisme, c'est faire en sorte qu'on puisse réduire le risque d'incendie. Donc, on a pris un arrêté préfectoral qui permet de déroger à cette interdiction. Il faut quand même avoir l'accord du propriétaire, mais au moins,
C'est noté, j'ai fini. Mais en tout cas, si on en parle tout à l'heure, on a levé les contraintes. Et puis, on a commencé avec Enedis RTE à réparer tous les équipements de réseau. C'est un peu essentiel, hein. Il n'y a pas d'économie sans ces équipements. Et ça, c'est un point d'amélioration puisqu'on a eu le témoignage des maires qui sont très vite retrouvés isolés. Quand il y a eu le feu, tout est tombé. Réseau électrique, réseau téléphonie. Et ils se sont avec le sentiment d'être complètement isolés. Donc demain, reconstruire ce territoire, c'est aussi se poser la question de comment je m'assure que même en temps de crise, les élus et les équipes locales de sécurité ne sont pas isolés. Ça, c'est ce qui nous attend, parce que ça ne vous a pas échappé, c'était le 5 août 2025. On n'est pas loin de la date anniversaire de ce feu. Il s'est fait beaucoup de choses, mais il reste beaucoup de choses à faire. On est tous d'accord pour dire qu'il faut qu'on améliore l'accès à l'eau potable, parce que c'est comme un territoire un peu sinistré, mais l'eau pour la lutte contre les feux, l'eau pour l'agriculture. L'eau, c'est essentiel pour l'ensemble des activités. La relance de l'agriculture. Est-ce que la viticulture va retrouver toute sa place? Est-ce que c'est d'autres agricultures qui vont se mettre en place? S'il faut tester des choses, comment aider l'agriculteur à investir et à prendre le risque? La résilience des réseaux, j'en ai parlé. La lutte contre les feux de forêt, on a des citernes, on a des pistes, on a un certain nombre d'équipements à installer sur cette zone. Il en manquait, clairement. Donc on peut toujours faire mieux. C'est l'objectif aussi des mois et des années à venir. Et puis le dernier point, je fais de mémoire parce que du coup, ça n'apparaît plus, c'est le tourisme. On sait que le deuxième pilier économique de l'Aude, mais aussi de ce territoire, c'est le tourisme. Si on veut que le touriste revienne, évidemment, il y a peut-être des touristes qui sont intéressés par ces paysages, mais l'essentiel des gens ont envie de revenir dans un territoire restauré, quoi. Donc comment on peut s'appuyer sur les forces de ce territoire pour ramener du touriste et de l'économie et donc de l'argent? Ça, c'est aussi un des leviers. On a quelques atouts quand même, hein. La vigne, ça attire. On peut faire le no-tourisme. Les paysages, quand ils seront petit à petit restaurés, ils sont magnifiques. On a les forteresses royales pas loin. Il y a quand même pas mal de choses qui peuvent amener et convaincre. Mais tout ça, c'est à construire et c'est à construire tous ensemble. Voilà ce que je pouvais dire. Moi, je suis arrivé au bout de mon temps. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, sûrement. Voilà. Alors, je vois un doigt qui s'est levé. Je voulais revenir sur ce que vous disiez par rapport à l'exploitation des bois brûlés et de l'impact paysager et psychologique que peut revêtir le fait de voir des bois brûlés. Donc, écoutez, vous pouvez faire votre propre expérience, puisque sur Bages, il y a encore beaucoup de bois brûlés sur pied. Par contre, sur Prades de Ceste, ça a été assez déjà, ils ont tout nettoyé, quoi. Et moi, je crois que je préfère me balader encore sous les forêts brûlées, parce que à Prades de Ceste, c'est là que ça me paraît vraiment lunaire, parce que tout le bois brûlé, finalement, je pense qu'il est parti en brûlerie, en chaufferie. Donc, c'est un impact négatif pour la régénération du milieu, puisque cette matière qui aurait pu servir pour couvrir les sols, elle est plus là. Donc la terre se retrouve à nu, exposée à tous les éléments. Donc là, en ce moment, il y a beaucoup de vent et il commence à faire chaud. Donc ça veut dire que le sol il va drastiquement perdre toute l'eau qu'il avait pu récupérer au cours des dernières pluies. Et à contrario, quand on se balade sous les forêts où il y a encore tous ces bois brûlés, on d'un effet d'ombrage des branches, malgré tout brûlées quand même. Donc le sol est protégé. On voit, vous pourrez voir de vous-même, on voit de nombreuses pousses. Alors pour le coup, on dit beaucoup que le pin est une espèce pionnière. Mais là, ce que j'ai vu, moi, c'est beaucoup d'azéroliers, des pistachiers, qui eux ont
sont vraiment des durs à cuire parce qu'ils sont tous en train de repartir. Et donc voilà, je pense que ça a un intérêt de ne pas avoir cette vision. Vous parliez de l'exploitation des bois brûlés déclarés d'intérêt général. Moi, je pense qu'une partie de l'intérêt général, ça serait de récupérer et qu'une partie de ces branches brûlées puisse retourner au sol pour limiter tous les phénomènes d'érosion qui ne manqueront pas d'arriver, quoi. Merci beaucoup. Peut-être vous voulez une... Alors, on a une question là, je ne sais pas si bon. Juste en deux mots par rapport à ce que vous avez dit, c'est vrai qu'une politique publique, elle n'est jamais noire ou blanche, hein. Enfin, on fait toujours des choix. Le choix sécuritaire a été primé dans la déclaration d'intérêt général, mais ce que vous évoquez, il y a un enjeu aussi de retour au sol de biomasse. L'exploitation des bois brûlés, ce n'est pas une exportation à 100% des bois. Les rémanents sont laissés sur place, sont broyés. Toutes les zones ne pourront pas être exploitées, donc il y aura des zones où il restera des espaces avec des bois brûlés. Donc ce ne sera pas tout noir, tout blanc, ce sera entre les deux. Et l'arrêté aujourd'hui qui permet cette exploitation n'exportera pas toute la biomasse, quoi. Et c'est vrai que vous mettez beaucoup en avant l'aspect sécurité du bois brûlé qui risque de tomber sur les promeneurs. Essayer de casser des branches brûlées sur les troncs qui sont encore en place, même des petites sections, elles sont très difficiles à couper encore, hein. Donc il n'y a pas, voilà, il n'y a pas non plus un risque phénoménal de ce côté-là, quoi. Madame demandait où est-ce que tu broyé les rémanents. C'est au cours de l'exploitation. En fait, une fois que la batteuse passe, elle laisse la tête et les branches sur place. Aujourd'hui, le chantier n'a pas encore démarré dans le cas de la IDGU, hein. C'est des chantiers qui ont eu lieu, c'est des propriétaires qu'on fait exploiter à des exploitants dans le cadre des consignes du propriétaire. Mais oui, dans l'arrêté des IGU, il est écrit que les rémanents seront laissés broyer. Ouais. Merci beaucoup.